Et l'anecdote, c'est qu'Hakim fait partie de l'équipe de France de cécifoot. En plus, médaillé d'or. Donc, j'en profite dans ce podcast pour le féliciter encore, lui et toute son équipe, parce que c'est une formidable histoire, parce que à la fois, des préjugés complètement débiles de ma part quand je me dis t'es un non-voyant, donc évidemment je vais te mettre dans tel ou tel poste et je vais l'équiper, et lui il me dit non, je veux contacter le client. Et d'ailleurs une fois qu'il avait pris son poste après quelques semaines, il me disait c'est marrant parce qu'il me dit tu sais que quand j'accueille les clients, au début, il ne voit pas que je suis non-voyant parce que je ne porte pas de lunettes, tout ça. Mais en fait, les clients s'excusent tout de suite. Alors, il a dit, mais vous excusez pas, tout va bien et je vais vous accompagner, je vais vous diriger sur tel ou tel lieu de l'hôtel ou du restaurant. Et donc, ça a permis aussi un nouveau regard pour les collaborateurs, l'arrivée d'Hakim, et puis un nouveau regard des clients aussi. Et donc, tout est possible. Bienvenue dans le podcast Résonance, le podcast de l'expérience collaborateur. Je reçois aujourd'hui Patrick Arnoux. Salut Patrick. Salut Sarah. Ravie de t'avoir aujourd'hui dans le podcast. Je vais lire ta bio déjà pour que les auditeurs et ceux qui nous regardent en sachent un peu plus sur toi. Donc tu es né dans le Sancerrois en 1969, c'était hier. Tu as 3 enfants, tu es diplômé de l'école hôtelière du Touquet, tu es aussi coach certifié HEC. Hôtelier-restaurateur depuis 1991, d'hôtels de 50 à 1000 chambres, puis responsable des hôtels Pullman en France chez Accor, et depuis 2023, en charge de Premium Hospitality, une société de management hôtelier également. Tu es aussi un grand sportif, tu nous en parleras probablement, avec plusieurs sommets et Ironman à ton actif. Tu es passionné et engagé à la fois dans ton métier et dans le sport, et tu vas nous partager cette confidence que en fait tu te drogues. Absolument, j'en ai besoin en permanence. Bon, et c'est en fait à l'endorphine que tu te drogues et à l'adrénaline, un besoin qui est permanent pour toi, qui te permet de rester positif, dynamique en toutes circonstances. Et donc, ce qui t'anime en quotidien, ce sont les rencontres, aussi bien les collaborateurs, les clients, les amis, les fournisseurs, les partenaires, parce que grâce à ça, tes journées sont finalement toujours différentes et riches par ces échanges. Et tu as quand même quelques angoisses qui sont vieillir, la blessure physique et la maladie. C'est les 3, effectivement, qui me préoccupent parfois, mais pas tout le temps. Hein, mais c'est vrai que ça revient dans la tête, avec une blessure en plus récente, hein, avec tout ce que j'ai pu faire. Donc, mais voilà, c'est passé, c'est réparé. Bon. Comment on se connaît en fait, on a suivi le même parcours de l'école de coaching executive coach à HEC. Et c'est comme ça, c'est à cette occasion qu'on s'est rencontrés. Donc voilà, ça fait quelques années maintenant et c'est toujours chouette de te revoir. On a un rituel dans le podcast, c'est je t'invite à tirer une carte mystère et à me la donner. Je vais te poser cette question qui ne sera plus un mystère. Alors, le soir, comment fais-tu pour bien terminer ta journée ? Alors, le soir, pour bien terminer ma journée, j'ai un petit péché, je mange du chocolat. J'adore le chocolat. Et donc, je finis souvent, mon repas d'ailleurs, sur cette fin de journée. Alors, je mange assez tôt, mais je dîne assez tôt et j'ai un petit péché comme ça, c'est le chocolat. Donc, je finis toujours par une petite touche sucrée, une petite confidence comme ça, mais du bon chocolat. Okay. Tu as une marque à nous recommander même ? J'ai surtout un chocolatier que j'adore, qui s'appelle Patrick Roger, qui est pour moi un des meilleurs chocolatiers au monde, et je ne peux que le recommander. J'adore ces chocolats. Et il est à Paris ? Il est entre autres à Paris. Bon, voilà. Pour les amateurs de chocolat, merci pour l'astuce. Donc, on disait Premium Hospitality, c'est combien de personnes, quelle activité exactement, et un peu ton métier au quotidien ? Mon métier au quotidien, c'est de gérer donc un portefeuille d'hôtels situé sur Paris, entre autres, et un peu en province, et d'aller chercher effectivement du chiffre d'affaires, d'aller à la rencontre des clients, des partenaires, des fournisseurs, et puis de gérer les actifs au mieux pour une meilleure rentabilité et d'assurer effectivement un parfait séjour à nos clients. Et là, vous êtes combien de personnes aujourd'hui ? Sur Premium Hospitality, que j'ai créé dans cette structure, nous sommes 5, mais surtout avec une équipe renforcée sur la partie vente.
D'accord. Donc, une grande différence avec ton précédent groupe où vous étiez très, très nombreux. Oui, absolument. Alors, il y a Alors, Premium Hospitality est une petite structure dans laquelle on a intégré, on a été intégré dans un groupe un peu plus grand où il y a des métiers support, dans la finance, dans la comptabilité, dans le juridique. Et donc, dans cette société, il y a à peu près, nous, on représente une filiale et il y a à peu près une 40aine de salariés. Ça marche. Là, on est dans le podcast de l'expérience collaborateur. Pour toi, l'expérience collaborateur, c'est quoi ? Alors, moi, j'associe l'expérience collaborateur avec l'expérience client. Et j'aime bien cet aspect miroir, souvent. C'est que ce qu'on fait ou ce qu'on décide pour nos clients, j'aime bien aussi le faire pour nos collaborateurs. Alors, quand je dis ça, un exemple, ça peut être, par exemple, quand on décore une chambre ou quand on décore un espace commun pour nos clients, eh bien, j'essaye, et je fais d'ailleurs, je ne fais pas qu'essayer, eh bien, par exemple, les vestiaires, là où se changent nos collaborateurs, eh bien, je les décore de la même manière que nos espaces clients. Donc, c'est important pour nous, pour moi en tous les cas, et pour nous, quand je dis nous, c'est l'équipe qui est autour de moi, c'est que le collaborateur se sente bien et qu'il se sente aussi associé à ce qu'on fait pour nos clients. Donc, il y a une reconnaissance, il y a aussi une intégration. Quand on accueille un client, on essaye de faire la même chose aussi pour accueillir nos collaborateurs. Et puis ensuite, un collaborateur qui se sent bien, eh bien, c'est aussi lui donner une voie, un plan de carrière, et puis respecter cette voie, ce plan de carrière au quotidien, et aussi à travers des formations. Et donc, on va tout faire pour qu'il se sente bien, et il nous le rendra de toute manière très très bien, puisqu'il donnera son meilleur au quotidien pour nos clients. Donc j'entends apporter le même soin, notamment dans l'environnement, la même qualité aux clients qu'aux collaborateurs. Et la manière dont on accueille un client, effectivement, tu le ramènes à comment on accueille un collaborateur. Dans la partie intégration, par exemple, qu'est-ce que vous faites au niveau de l'intégration ? Alors, au niveau de l'intégration, déjà, on prend du temps pour l'accueillir, pour lui expliquer déjà à quoi ressemble l'entreprise dans laquelle il rentre. On l'écoute aussi à savoir surtout qu'est-ce qu'il attend de nous. Voilà, donc comme un client. Le client, quand il arrive, on lui dit qu'attendez-vous de nous aussi en termes d'hébergement, en termes de restauration. Ça sera pareil pour le collaborateur. On va lui demander qu'est-ce qu'il attend de nous. Et puis, on va l'accompagner, on va lui donner tous nos meilleurs conseils. On va lui expliquer comment fonctionnent les règles de la maison. Et ensuite, on va lui faire aussi un tour de la maison pour lui montrer évidemment ces espaces qu'il va vivre au quotidien. Et puis après, on va faire évidemment les formalités, comme un client aussi, parce que les clients aussi passent par des formalités administratives, même si elles sont courtes. Et ensuite, on va... j'aime bien aussi, c'est lui donner un parrain ou une marraine. Parce que quand on arrive dans une entreprise et qu'on ne connaît absolument pas les codes de l'entreprise, il est important, dans la période d'intégration aussi, de l'accompagner avec une marraine ou un parrain qui connaît la maison et qui va l'accompagner pendant un certain temps. Oui, donc il y a vraiment un soin, aussi bien poser un cadre des règles de comment ça fonctionne, comment la maison fonctionne, et puis aussi un accompagnement plus humain, j'entends, avec cette notion de parrain-marraine. Toi, dans ton job, tu avais quand même une carrière bien établie dans le groupe Accor, dans lequel tu es resté quand même assez longtemps. Je sais combien tu es resté ? 15 ans. Ouais. Et donc là, tout d'un coup, tu prends la décision de rejoindre donc un autre groupe, un changement quand même qui peut sembler un peu potentiellement risqué pour certains, à ce stade de ta carrière bien établie. Toi, si tu te mets dans ta posture de collaborateur, qu'est-ce qui, selon toi, a motivé ce tournant ? Alors, ce qui a motivé ce tournant, c'est que j'aime prendre des risques. J'aime aussi me lancer des nouveaux défis. Et donc, à travers ça, c'est le challenge, moi, qui m'anime, et puis aussi continuer d'apprendre. Donc, pour moi, c'était important. Alors, 15 ans, c'est effectivement une bonne partie de ma vie dans ce groupe Accor qui m'a appris énormément. Mais j'avais besoin de me relancer aussi sur un nouveau défi pour aller voir aussi un peu de l'autre côté, dans une entreprise un peu plus familiale et quitter un groupe international pour voir un petit peu comment ça se passe aussi de l'autre côté
quand on travaille pour une famille, pour un franchisé, c'est très différent. C'est très différent. Pourquoi ? Parce que en fait, on travaille avec... enfin, là, pour le coup, en tous les cas, on travaille pour l'argent d'un monsieur qui a construit tout de A à Z. Et cette notion d'argent a toute son importance. Ça te fait ramener sur terre un peu toutes les dépenses. Déjà, le retour sur investissement et puis les investissements de rénovation, les prises de décision sur des enseignes ou pas. Et à chaque fois, te dire, c'est quand même l'argent d'un monsieur. Alors que cette réflexion-là, je ne l'avais pas forcément avant. Donc, c'est une prise de risque calculée, mesurée, mais qui était importante pour moi et pour aussi continuer d'apprendre à travers ce métier, qui est ma passion, comment ça se passe de l'autre côté, chez un franchisé et chez un monsieur, évidemment, qui est propriétaire de nombreux hôtels. Tu l'as dit, tu aimes relever des... Pardon. Tu l'as dit, tu aimes relever des challenges. Et dans ta bio, je l'ai dit aussi, tu es un sportif accompli. De quelle manière tu penses que ton expérience, par exemple, de l'Everest, elle peut influencer ta décision, justement, de relever ce nouveau défi ? Alors, j'ai eu la chance, évidemment, que Accor me laisse partir 2 mois tenter l'Everest en 2018. Et en partant dans cette expédition, j'avais un projet solidaire déjà, avant toute chose. Donc, j'étais ravi déjà d'accomplir ce projet solidaire, puisque ce projet consistait à reconstruire un village complet qui avait été détruit lors d'un séisme en 2015. Donc, j'y allais avant tout pour ça. Pour aider aussi la population népalaise à retrouver une maison et des maisons dignes de ce nom. Et puis, une fois que j'avais aidé ce village et notamment Bikram, eh bien, place à l'expédition. Mais avant cette expédition et ce voyage mystique, j'avais plein de questions avant de partir. Et donc, j'en suis revenu 2 mois après avec évidemment le sommet en poche, mais surtout des réponses à mes questions. Et j'ai changé, j'ai vraiment changé derrière ce voyage parce que j'ai pris le temps de réfléchir, j'ai pris le temps j'ai pris des risques aussi. C'était un gros défi. J'ai pris des risques pour ma vie parce que c'est pas anodin de monter tout là-haut. Mais je suis revenu beaucoup plus calme, beaucoup plus réfléchi, et puis et en me disant souvent, il y a plus grave. Voilà, parce que souvent on s'arrête parfois à des petites choses où on en fait tout un drame. Je parle plutôt côté professionnel, où on vient avec des bobos-là, des tamalous. Et je me dis, il y a beaucoup plus grave que ça. Donc je suis revenu beaucoup plus apaisé et beaucoup plus en mode de réflexion calme. Voilà. Et du coup, ce nouveau challenge de rentrer dans un nouveau groupe, alors que tu étais plutôt tranquille, tu aurais pu terminer ta carrière éventuellement dans le groupe Accor, tu lis ça un peu à la même expérience, c'est-à-dire il y a un challenge, oui c'est un risque, mais en même temps ça fonctionne pas, il y a plus grave. C'est ça que j'entends un peu dans le parallèle que tu fais avec l'Everest, est-ce que c'est ça ? Oui, c'est ça, parce que tu le disais tout à l'heure en introduction, moi ce qui me stresse souvent, c'est la maladie. Donc je touche du bois parce que j'ai jamais été malade, mais quand je vois autour de moi des gens qui nous quittent trop tôt, et c'est vrai qu'à travers Everest, j'ai vécu aussi des moments forts où j'ai vu des gens mourir devant moi, eh bien je me dis que voilà, partir sur un nouveau challenge comme ça, eh bien c'est une prise de risque, mais il y a plus grave. Donc en fait, même si ça ne marche pas, j'aurais essayé, j'aurais eu le courage d'y aller, et puis je me serais mis un petit coup de pied aux fesses en fait, et ça fait du bien. Voilà, j'aime bien ça. On entend l'homme de cœur derrière ton partage avec ce projet solidaire. C'est ça, qu'est-ce qu'il y a derrière ce témoignage? Qu'est-ce que tu mets, toi, derrière? Je sens beaucoup d'humanité en toi. Tu le disais aussi tout à l'heure, moi, ce qui me passionne, c'est l'humain. Donc, j'adore l'humain parce que grâce à l'humain, toutes les journées sont différentes. Et c'est vrai qu'à travers mon parcours, j'ai beaucoup accompagné des personnes à grandir. Nombreuses directrices, directeurs aujourd'hui sont en place et que j'ai participé à leur progression et à leur formation.
Donc ça m'a beaucoup animé. Et en dehors de ça, eh bien, il y a à la fois aussi à travers le sport, parce que j'ai beaucoup accompagné mon fils aussi à relever des défis, à l'accompagner à comprendre aussi un peu les longues distances, les hauts sommets, puisqu'il m'accompagne beaucoup. Ma grande fille aussi, puisque ma grande fille m'a suivi aussi dans certains sommets. Donc je l'ai accompagnée à comprendre aussi jusqu'où elle pouvait aller, à atteindre ses limites. Et la formation qu'on a fait ensemble, Sarah, c'est vrai que c'est quelque chose qui manquait un peu, parce que c'est vrai que je suis souvent dans le conseil, mais j'étais pas vraiment dans le coaching. Et grâce à cette formation, j'avoue que j'ai appris autrement à accompagner les gens à travers le coaching, parce que c'est très différent du conseil, évidemment. Et donc c'est pour moi, c'est une motivation permanente d'accompagner des amis, la famille, et puis des collaborateurs. Et donc j'adore ça. Quelles sont les expériences les plus, en tant que collaborateur, quelles sont les expériences les plus marquantes de ta carrière? D'ailleurs, aussi bien les marquantes fortes, les positives, et puis aussi peut-être les plus impactantes, et aussi des choses peut-être qui t'ont dérangé au cours de ta carrière. Alors, j'ai 2 exemples. J'en ai un bon et un moins bon. Donc, je vais commencer par le moins bon. Le moins bon, c'est une mission qu'on m'a confiée donc chez Accor pour fermer 2 hôtels. Alors, un définitivement et un temporairement. Et autant j'avais le plaisir d'accompagner des hôtels et de collaborateurs dans du quotidien pour faire tourner nos maisons, et que du jour au lendemain, on me dit tu vas aller pour cette mission, un peu casse-gueule certes, mais de fermer un hôtel définitivement. Et donc il y avait quand même 250 collaborateurs à qui j'ai dû annoncer la fin d'une histoire d'un hôtel qui avait plus de 40 ans. Et pour certains, c'était toute leur vie. C'était à la fois leur famille dans cette entreprise, et que je venais éteindre, et j'y allais pour ça. Donc, c'était une mission compliquée, où il a fallu aller du début jusqu'à la fin, donc annoncer et fermer cet hôtel pour qu'il soit détruit. Donc, ça a été pour moi une expérience très dure, mais à la fois qui a été réussie. Elle a réussi, pourquoi ? Parce que j'ai su accompagner correctement, avec les moyens aussi, tous ces collaborateurs à retrouver un autre emploi, ou à les accompagner, pour certains, à terminer leur carrière. Ça, c'était le moins bon. Et un deuxième moins bon aussi, c'était pour une fermeture temporaire, où là, j'avais 600 collaborateurs aussi, donc à accompagner, parce qu'on fermait l'hôtel temporairement pendant 4 ans. Et là, j'ai dû faire la même chose, en fait, donc avec beaucoup plus de collaborateurs, mais un peu la même histoire. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui avaient aussi 30 ans de maison, et donc il a fallu les accompagner à retrouver un nouvel emploi. Alors l'avantage, tout ça, ça se passe dans Paris, donc c'est vrai que le bassin de l'emploi à Paris est quand même, et hôtelier notamment, est assez vaste. Et j'ai pu accompagner tous ces collaborateurs à retrouver un emploi. Pour la plupart, et pour certains, c'était aussi la fin d'une carrière. Donc ça, c'était compliqué pour moi, parce que je suis pas fait pour ça. Mais j'avais quand même accepté le défi de relever cette mission aussi pas simple, et j'ai beaucoup appris aussi à accompagner autrement mes collaborateurs dans quelque chose de pas simple. Et l'autre, par contre, qui est très bon pour moi, qui est une superbe expérience, c'est l'ouverture d'un hôtel. Là, c'est le kiff total, parce que c'est le début d'une grande aventure, c'est une histoire nouvelle qu'on va raconter, et de lancer un hôtel avec une équipe, c'est des moments forts en émotion. Et d'ailleurs, cet hôtel, dont je pense, qui a ouvert en 2004, je garde toujours un excellent contact avec ceux qui faisaient partie de l'aventure dès le départ. Donc, on est restés amis, du coup, parce que ça crée des liens très forts. Et aujourd'hui, je suis de près aussi tous ces gens qui ont fait partie de cette aventure. J'entends dans tes 2 expériences difficiles quelque chose de l'ordre de la mort, en fait, du deuil d'une organisation, d'un hôtel, et à quoi ça t'a connecté, la fin d'une histoire, versus la deuxième expérience dont tu parles, où c'est la naissance de quelque chose. C'est comme si c'était un cycle de vie entier,
et ça t'a connecté à ces deux expériences extrêmes. Le deuil, le décès d'une expérience, d'un hôtel, et puis la naissance. Ça m'a frappé quand tu l'as partagé. Oui, c'est énormément d'émotions. Ouais. Tu passes par beaucoup d'émotions quand tu annonces une triste nouvelle. Évidemment, tu es triste, tu es humain avant tout. Donc, tu partages cette tristesse avec toute ton équipe. Néanmoins, tu as accepté cette mission. Donc, je pars d'un principe que j'accepte, donc je vais aller jusqu'au bout, comme pour un sommet. Donc, donc, c'est vrai que c'était avec tristesse. C'était pas de gaieté de cœur. Ils l'ont tous vu d'ailleurs, que j'étais pas joyeux, évidemment, d'accompagner cette mission. Voilà, et puis en parallèle, enfin à l'opposé, voilà, une joie d'ouvrir un hôtel où là, évidemment, une dynamique bien différente, avec beaucoup de positif et puis d'énergie. Alors certes, fermer un hôtel, c'est beaucoup d'énergie aussi. Les deux, de toute façon, il y a beaucoup d'énergie, mais c'est vrai que les émotions sont pas les mêmes. Ce que tu partages, c'est qu'il y a finalement dans la vie des entreprises des décisions difficiles à prendre, qu'on est obligé de prendre, qu'il faut assumer. Et c'est pas tant qu'on ne va pas prendre ces décisions, parce que parfois on est obligé de les prendre, des dirigeants sont obligés de prendre ces décisions, c'est plus de comment on accompagne ces décisions. C'est ça que tu nous partages. Oui, mon rôle, c'était vraiment d'accompagner tous ces collaborateurs qui n'y sont pour rien en soi. C'est une décision effectivement avant tout économique, de survie aussi. Quand on décide même de fermer un hôtel temporairement, c'est parce que il y a des normes à remettre en place importantes dans un hôtel qui a 40 ans. Évidemment, tout évolue et donc à un moment donné, l'entreprise n'a pas le choix. N'a pas le choix que d'éteindre soit définitivement un hôtel ou soit temporairement pour relancer par la suite. Mais pour la deuxième expérience, qui était une fermeture temporaire, les collaborateurs avaient la priorité de la réembauche aussi à la réouverture de l'hôtel, évidemment. Donc, c'était il y avait une perspective différente. Oui, c'était une perspective différente de la première, c'est sûr. Le management, c'est un rôle majeur dans l'expérience collaborateur. Toi, comment ta passion, peut-être pour le sport, se reflète dans ton style de management ? Est-ce qu'il y a un parallèle ? Est-ce que tu le vois ? Alors, oui. Oui, il y en a forcément. D'ailleurs, c'est une expérience aussi que je partage avec toi, mais c'est sur justement un hôtel qu'on devait fermer temporairement. Quand j'arrive sur l'hôtel, j'annonce à l'équipe du comité de direction que nous allons partir en cohésion. Donc, beaucoup s'étaient dit « Oh, chouette, on va aller au bord de mer, on va aller se bronzer un peu quelque part. » Et donc, je leur ai dit, un peu quand même en amont, je leur ai dit « Attention, préparez-vous. Vous savez à peu près sur Google ce que j'ai fait, parce qu'on évite googliser aujourd'hui. Donc, préparez-vous et puis je vais vous donner bientôt une liste du matériel quand même à avoir avant de partir. » Et donc là, ils ont commencé à avoir un regard un peu inquiet et je les comprenais. Et donc, quand je leur ai annoncé qu'on allait tenter l'ascension du Toubkal en cohésion, eh bien, ils ont pris toute la mesure d'une cohésion bien différente. Tu nous situes ? Alors, le Toubkal, c'est le sommet, en fait, c'est le plus haut sommet du Maroc, voilà, qui culmine à plus de 4000 mètres d'altitude. Et donc, c'est vrai que pour moi, cette cohésion a été très bénéfique car l'équipe s'est retrouvée très soudée rapidement. J'ai mis en place évidemment avec des guides de montagne. Avant tout, je voulais leur faire le Mont Blanc, mais le guide m'avait dit c'est quand même trop dangereux, donc vas-y déjà sur le Toubkal et s'ils y arrivent, ça sera déjà très bien. Alors tout le monde n'a pas réussi le sommet, c'est vrai, mais néanmoins tout le monde a été au-delà de ses limites. Tout le monde est revenu hyper soudé. Ils avaient bien compris l'esprit de cordée que j'avais mis en place parce que pendant cette expédition, il y avait des gens évidemment en difficulté, il y avait des gens plus faciles que d'autres, mais il y a eu une entraide incroyable. Les gens ont appris à aller au-delà de leurs limites. Le dépassement de soi fait partie aussi des choses, moi, qui m'animent au quotidien. L'esprit de cordée, c'est très fort chez moi aussi, parce que la cordée, c'est une symbolique très importante. Et donc derrière, il en est resté une équipe extrêmement soudée, extrêmement efficace.
qui m'a permis aussi et qui nous a permis, avec toute cette équipe, de relever ce défi, de fermer cet hôtel. Et toute l'équipe, du début jusqu'à la fin, est restée soudée, malgré cette difficulté de cette mission, qui n'était pas simple. Mais voilà, j'ai associé ma passion dans cette cohésion et ça a très bien marché. Donc, d'ailleurs, tous les gens qui ont participé à cette expédition en parlent souvent encore. Ah oui. Ça les a marqués. On entend vraiment les similitudes entre les valeurs dans le sport et les valeurs de l'entreprise. Ce que tu évoques d'ailleurs, hein, le dépassement de soi, l'entraide, pour plus d'efficacité, plus de performance, la cohésion. Oui. Il y a vraiment des vraies similitudes entre Oui, ces deux mondes. Dans ces deux mondes, effectivement, j'associe, je mets souvent en avant ces valeurs qui sont bien présentes dans l'entreprise et bien présentes dans le monde de la montagne. Donc, il y a un vrai parallèle, hein, c'est évident. Dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, on sait que l'attraction et la fidélisation des talents, c'est un problème majeur en ce moment. Toi, quelle est ton analyse sur les causes un peu de cette crise ? Parce que ça fait longtemps que tu connais le secteur, et peut-être les évolutions possibles que tu vois. Avant le Covid, c'est vrai qu'on avait des difficultés de recrutement dans ce métier. Pourquoi ? Parce que effectivement, c'est un métier où on travaille le week-end, les jours fériés, le soir. Il y a aussi la coupure. Alors la coupure, c'est quoi ? C'est travailler le midi, partir chez soi ou attendre et revenir le soir. Donc, notamment dans la restauration. Donc c'est vrai que c'est un métier de passion, je le disais, et donc et souvent quand on travaille dans la restauration ou dans l'hôtellerie, eh bien c'est pendant que les autres se reposent. Quand on a des familles ou des amis qui ont un repos le week-end ou le soir, évidemment on travaille pas. Enfin, on n'est pas en parallèle dans une vie confortable là-dessus. Donc c'est pas simple. Et post-Covid, ça s'est accentué vraiment. On a eu beaucoup de difficultés à recruter encore plus qu'avant le Covid parce qu'il y a eu un impact aussi sur le bien-être pendant le Covid. Tout le monde, évidemment, a pris le temps de s'occuper de soi, de s'occuper de ses proches. Et cette notion de bien-être s'est accentuée aussi chez les jeunes, hein, dans la jeune génération, où aujourd'hui, les nouvelles générations mettent en avant tout le bien-être. Le bien-être, c'est le bien-être au travail, c'est le bien-être chez soi. Et donc aujourd'hui, si on veut évidemment avoir les meilleurs et les garder, il faut aussi s'adapter. Et s'adapter dans ce métier, eh bien, il y a des moyens de s'adapter. Donc c'est aussi je le disais, c'est peut-être de limiter les coupures ou de carrément les arrêter, et donc de travailler de manière continue, hein, soit du matin jusqu'à 15h, à peu près 15h30, 16h, soit travailler le soir, mais en tous les cas, d'éviter la coupure. C'est aussi peut-être de mettre en place des plannings de 4 jours de travail et 3 jours de repos. C'est aussi peut-être aussi de faire tourner les week-ends, d'avoir un week-end sur 4 ou un week-end sur 3 dans les plannings. Donc, c'est aussi de les anticiper avec des plannings peut-être revus plus en amont. Bref, il y a des solutions, certainement, à mettre en place. Ça existe déjà, puisque des entreprises ont déjà mis en place ces systèmes-là. Et j'avoue que ça marche plutôt bien, puisque ça permet aussi de recruter cette génération-là et de les garder et de prendre les meilleurs. Donc il faut, en tous les cas, il faut que dans l'hôtellerie et la restauration, on aille plus loin, parce que je pense que dans les grands groupes internationaux, ils ont bien pris conscience de ça et ça marche plutôt bien. Je pense que chez les indépendants, il y a encore une marge de progression évidente à mettre en place. Parce que pourquoi c'est plus compliqué pour eux ? Qu'est-ce qui fait qu'ils ne passent pas le... Alors après, ce que je dis là, ça dépend aussi de la taille des structures, hein, parce que vous avez des hôtels plus ou moins importants, donc c'est certain qu'un 1000 chambres ou un 50 chambres, vous n'avez pas la même structure et pas la même facilité peut-être à jongler sur les plannings. Néanmoins, je pense que même sur un 50 chambres, il y a moyen de faire évoluer ses horaires, ses plannings et cette fonction aussi de travailler en restauration ou en hôtellerie pour attirer les nouveaux talents.
Là, on est vraiment dans l'équilibre vie pro, vie perso. Comment les gens de ce secteur-là aussi bénéficient, même s'ils ont une vocation, il ne faut pas que ça devienne un sacerdoce. Donc, comment ils bénéficient quand même d'un certain équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Et ce que tu dis, c'est que finalement, la période de la Covid les a fait connecter à ces moments avec plus de temps pour eux, plus de temps avec leurs proches qui ils n'avaient pas forcément l'habitude de ça. Et j'entends qu'ils se sont dit, mais en fait, j'ai envie de vivre un peu plus de ça dans mon quotidien. Oui, c'est absolument ça. Voilà, ils veulent trouver le lieu, l'environnement qui est très, très important. Ils sont très engagés aussi sur des entreprises qui sont engagées en termes de RSE aussi. Donc, ils nous posent des questions aussi maintenant là-dessus. Donc, il faut aussi montrer qu'on est engagé dans tous ces sujets importants. Et puis, après, ça, je dirais que c'est l'organisation hebdomadaire un peu de notre métier, mais notre rôle aussi, c'est de les accompagner, comme je le disais tout à l'heure, sur un chemin un chemin de carrière, un plan de carrière qui doit être suivi, respecté, et parce que l'hôtellerie est un secteur d'activité où il y a énormément d'emplois. Vous pouvez voyager dans le monde entier. L'hôtellerie-restauration en France reste une référence internationale reconnue, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas de chômage dans ce métier. Il y a vraiment un secteur d'emploi énorme et c'est vrai que vous pouvez aussi évoluer rapidement. Et même pour des autodidactes, j'ai récemment accompagné je vais l'appeler Julie, d'ailleurs elle s'appelle Julie, qui avait une 40aine d'années en reconversion. Voilà, et aujourd'hui elle m'a dit non, mais j'ai envie de faire ce métier-là. Je lui ai dit mais c'est génial, bravo, quel courage en tous les cas, mais parce que c'est un métier de passion, il faut être engagé. Oui, mais je veux me lancer. Et j'ai accompagné cette femme pendant un certain temps, elle a trouvé un stage aussi, et aujourd'hui, voilà, à 40, je crois qu'elle a une 40aine d'années, mais elle a un job aujourd'hui dans l'hôtellerie-restauration, et on lui a laissé sa chance. Et donc, ça peut être des jeunes, des moins jeunes, peu importe, en tous les cas, c'est un secteur qui embauche en permanence. Et elle venait de quel secteur précédemment ? Elle venait d'un secteur du luxe, plutôt dans le cosmétique. Donc voilà, mais voilà, elle adorait les hôtels, elle adorait venir aussi dans ces hôtels plutôt haut de gamme, parce qu'elle sortait évidemment d'une marque de luxe. Et donc, elle a fait un stage en région parisienne dans un hôtel de luxe, et puis elle s'est dit mais c'est vraiment ça que je veux faire. Et donc ça y est, elle est en poste aujourd'hui. Extraordinaire. Ouais, j'adore ces histoires-là parce que, encore une fois, voilà, c'est des gens comme ça qui se sont arrêtés un moment et qui se sont posé les bonnes questions et puis qui sont repartis dans toute autre chose. Et je trouve ça très courageux. Tu parles aussi des candidats, notamment la jeune génération engagée dans la RSE, dans la responsabilité sociale des entreprises. Quels sont les points particuliers qu'ils évoquent peut-être en entretien sur la RSE ? Qu'est-ce qui est important pour eux ? Ce qui est important pour eux, c'est effectivement, alors quand on dit RSE, effectivement, ça regroupe plein de choses, mais ça regroupe aussi les conditions de travail, tout ce qui est évidemment tout ce qui est social. Donc évidemment, c'est comment je vais travailler, avec quel outil de travail et dans quel environnement. Et c'est aussi bien les dépenses énergétiques. Moi, je trouve qu'ils sont surprenants là-dessus parce qu'ils nous demandent évidemment si, notamment en termes de restauration, nous utilisons des produits vraiment locaux, si on est engagé sur le bio, si effectivement tout ce qui est logistique aussi est à moyenne distance ou courte distance. Toutes ces questions-là viennent dans les entretiens aujourd'hui d'embauche et j'avoue que j'ai été assez surpris. C'est pas nouveau, mais c'est quand même pas vieux, tout ça. Et donc ça nous pousse aussi à engager nos entreprises. D'ailleurs, quand j'étais chez Pullman, on était parti, alors pas que pour les collaborateurs, mais encore une fois, l'effet miroir. C'est-à-dire qu'on le faisait, on était parti dans une labellisation dans l'ensemble du groupe et de la marque. Et donc, pour nos clients, qui nous le demandent en permanence maintenant, de plus en plus, mais aussi pour les collaborateurs. Donc, c'est encore l'effet miroir, c'est qu'on le fait pour les deux.
On les fait pour nos clients et pour nos collaborateurs. Et donc, j'avoue que j'étais assez surpris d'avoir ces questions-là en termes d'entretien, d'embauche. Mais aujourd'hui, on avait les réponses. Ce n'était pas forcément le cas il y a quelques années. Non, pas du tout. Donc, c'est finalement aussi cette nouvelle génération qui fait progresser les entreprises par leurs attentes. Qui vous pousse. Parce qu'encore une fois, si on ne le fait pas pour nos clients, nos clients ne viendront pas, tout simplement, parce qu'ils nous disent, nous, dans notre entreprise, on a une labellisation, l'avez-vous? Oui, non. Si vous ne l'avez pas, on ne viendra pas. Et bien là, c'est pareil pour les collaborateurs. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, ils ont le choix aussi, notamment dans le métier de l'hôtellerie-restauration, de faire, notamment sur Paris, d'aller ou pas dans une entreprise engagée en termes de RSE. Et donc, c'était aussi une réponse positive à leur donner qu'on était bien engagé. Tu l'as partagé avec l'expérience de cette femme. Il y a quelque chose, et puis même de l'accueil qui est important pour toi au moment de l'intégration. Je sais que cette notion d'inclusion, elle est importante pour toi. Il y a des enjeux aussi dans votre secteur d'inclusion et de diversité, comme dans toutes les entreprises aujourd'hui. Quelles sont les stratégies que toi, tu mets en place pour promouvoir ces valeurs au sein de tes équipes? Alors, c'est vrai que les enjeux d'inclusion et de diversité, pour moi, sont majeurs. C'est un engagement j'ai un engagement total sur ces valeurs. Alors, c'est vrai que j'ai plusieurs exemples en tête, mais notamment, j'ai un exemple au niveau des femmes que j'ai accompagnées dans des postes de direction d'hôtel. Je me suis vu effectivement au début avoir des freins par mes supérieurs hiérarchiques, avec des réponses un peu hors du temps. Du type oui, mais elle n'a toujours pas eu d'enfant. Donc, pour certains, ça posait un problème de nommer quelqu'un à la direction générale d'un hôtel. Et j'avoue que j'avais été surpris de ce genre de réponse. Parce qu'ils anticipaient sur un congé maternité. Oui, absolument. Ah oui. Et donc absence de la directrice. Des organisations. De l'organisation. Donc, ça paraissait, pour certaines personnes, impossible, voire compliqué. Et donc, je disais que c'était qu'une question d'organisation, d'anticipation, et que tout était possible. Et donc, cet exemple m'avait marqué parce que c'était un défi pour moi de pousser cette idée de nommer une directrice générale dans un poste comme ça dans un hôtel de grande taille. Et néanmoins, ça a très bien marché. Je pense que cette personne a eu aussi un enfant derrière et ça s'est très, très bien passé. Donc, c'est possible. Donc, tout est possible. Donc ça, c'était un premier exemple aussi en termes de diversité. Et puis l'hôtellerie, je reviendrai sur un exemple aussi marquant, mais en termes de l'hôtellerie et la restauration est un secteur, comme je disais, d'emploi important. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans nos hôtels, on a une diversité incroyable. Parce que, alors, le métier de femme de chambre ou de valet de chambre, extrêmement compliqué. C'est certainement le métier le plus compliqué dans l'hôtellerie. De faire des chambres tous les jours, c'est épuisant, c'est éprouvant physiquement. Et donc, il est vrai qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas cette diversité, eh bien, on ferme nos hôtels. Voilà. Donc, c'est simple. Si on ne s'ouvre pas à cette diversité, on ferme nos hôtels et on ne pourra pas assurer ce service-là. Donc, on est obligé, mais et à la fois, c'est la richesse de nos entreprises, cette diversité. C'est la plus grande richesse d'ailleurs. Donc c'est tellement... moi, quand je réunissais toutes mes équipes et je voyais cette diversité, mais j'étais tellement heureux de donner la chance à toute personne comme ça qui venait de partout, du monde entier. Et parce que c'est comme ça qu'on est plus fort et c'est comme ça qu'on rend l'entreprise très riche. Et quand je parle aussi d'inclusion... on parle pas souvent, mais c'est aussi des personnes qui ont un handicap. Alors, parfois, même dans l'entreprise, il y a des gens qui ont un handicap, mais qui ne le déclarent pas, donc on ne le sait pas, évidemment. Mais récemment, j'ai vécu une expérience incroyable, je voulais la partager avec toi, Sarah, mais alors, j'étais chez Accor, et Accor, qui est très engagé dans des actions solidaires, avait organisé une sortie à Meudon pour aller courir avec notamment des gens qui avaient un handicap. Et donc, je me retrouve ce matin-là donc à aller courir, notamment avec Hakim, qui est un non-voyant.
Et on me dit, est-ce que tu veux accompagner Hakim faire cette boucle de 5 km dans les bois, tout ça? J'ai dit, avec plaisir. Au contraire, moi, j'adore cette idée. Donc, je pars avec Hakim faire une première boucle de 2,5 km. Hakim me touche juste le bras. Il me dit, tu me donnes juste les consignes, les racines, tout ça. Donc, je lui dis, pas de problème. Et on part pour le premier tour. Tout se passe bien, pas de chute, rien. On part sur le deuxième tour. Hakim me lâche le bras. Il me dit, mais reste à côté de moi. Mais j'ai compris tout ce que tu m'as dit. J'ai dit, ah bon, très bien. On finit le deuxième tour. Hakim reste évidemment sans chute, sans rien. Donc, je suis déjà très surpris de ça. Mais bon, bref. Et à la fin de ce 5 km, il me dit, je vais te faire une confidence. J'ai un rêve. Je voudrais travailler chez Pullman. Je dis, ah bon? Je dis, écoute, c'est une bonne idée. Je dis, mais dans quoi? Il me dit, je vais travailler en réception. D'accord, très bien. Je lui dis, écoute, je reviens vers toi. Je vais réfléchir et je vais voir. Donc, je reviens vers lui une semaine après. Et puis, je lui dis, j'ai un poste pour toi. Je vais te trouver un poste. Enfin, je te mets en place un poste en réception, mais plutôt en back-office pour recevoir les appels de tous nos clients. Je fais équiper tout ce qu'il faut. Il me dit, ah non, mais c'est pas ce que je veux. Il me dit, moi, je veux être en réception, accueillir tes clients. Sans jeu de mots, je lui dis, comment tu vois les choses? Alors, il me dit, tu m'accompagnes pendant quelques jours dans le hall, mais après, je sentirai les masses. Donc, j'ai plus besoin de personne après ton accompagnement. Je dis, ah bon, très bien. Alors, je dis, écoute, tu commences la semaine prochaine. Et il me dit, parfait. Donc, on a accompagné Hakim pendant une semaine en réception. Et l'anecdote, c'est qu'Hakim fait partie de l'équipe de France de Cécifoot. En plus, médaillé d'or. Donc, j'en profite dans ce podcast pour le féliciter encore, lui et toute son équipe, parce que c'est une formidable histoire. Parce que, à la fois, des préjugés complètement débiles de ma part quand je me dis t'es un non-voyant, donc évidemment je vais te mettre dans tel ou tel poste et je vais l'équiper, et lui il me dit non, je veux contacter client. Et d'ailleurs une fois qu'il avait pris son poste après quelques semaines, il me disait, c'est marrant parce qu'il me dit tu sais que quand j'accueille les clients, au début ils voient pas que je suis non-voyant parce que je porte pas de lunettes, tout ça, mais en fait les clients s'excusent tout de suite. Alors il a dit, mais vous excusez pas, tout va bien, et je vais vous accompagner, je vais vous diriger sur tel ou tel lieu de l'hôtel ou du restaurant. Et donc ça a permis aussi un nouveau regard pour les collaborateurs, l'arrivée d'Hakim, et puis un nouveau regard des clients aussi. Et donc tout est possible, tout est possible. C'est une très belle histoire, et moi je félicite encore Hakim pour ce courage qu'il a, et puis pour sa médaille d'or. Et puis félicitations aussi aux dirigeants, et dont toi, d'avoir cette ouverture d'esprit, en tout cas de tenter, et justement de ne pas se fermer à des a priori, parce que c'est une tentation facile, je pense. C'est facile, en effet, c'est trop facile, et puis des préjugés, comme je dis débiles, mais en fait, tout est possible. Tout est possible, il faut juste écouter, prendre le temps d'écouter. Encore une fois, qu'est-ce qu'attend le collaborateur de nous? C'est pour ça que cette question est toujours très importante au début d'un entretien. C'est qu'est-ce que tu attends de nous? Et en fait, si j'avais plutôt posé cette question à Hakim dès le départ, je ne lui aurais pas proposé ce poste en back-office. C'est évident. Voilà. Ouais, donc c'est comment on arrive à finalement répondre aux besoins des collaborateurs et aux besoins de l'entreprise, et de trouver la voie pour faire correspondre les deux. C'est ce que tu as réussi à faire. Exactement, il y a des solutions à tout. Voilà. Et on peut s'adapter. Quel conseil, toi, tu donnerais aux jeunes et aux moins jeunes, parce qu'il peut y avoir effectivement des reconversions, tu en parlais tout à l'heure, qui seraient intéressés par le secteur, en termes de compétences, d'attitudes, pour réussir? C'est quoi tes conseils? Moi, je te le disais tout à l'heure, notre métier de l'hôtellerie-restauration, c'était un métier de passion. Donc, il faut être passionné parce qu'effectivement, on peut travailler plus tard. On dépend des clients quand même. Un client qui arrive à 22h qui n'a pas mangé, eh bien, évidemment, il faut aussi le nourrir et puis s'occuper de lui comme le premier client qui arrive à 19h. Donc, parfois, évidemment, ça peut déborder, mais en tous les cas, on met toujours en place des systèmes de récupération d'heures ou de paiement. Mais aujourd'hui, c'est un métier de passion. C'est un métier où il faut être courageux, engagé. Il ne faut pas avoir peur d'évoluer, parce que comme je le disais tout à l'heure, les évolutions sont possibles
À partir du moment où vous êtes engagé et passionné, en fait, vous pouvez vite évoluer dans ce métier. Et vous pouvez voyager aussi beaucoup, parce que l'hôtellerie, il y en a partout dans le monde. Comme je le disais, le bassin de l'emploi est riche dans le monde entier. Et puis, on a une bonne... les Français ont une bonne cote dans ce métier-là, dans toute gamme confondue d'ailleurs. Et donc, on arrive facilement à se vendre à l'international. Donc, je pense que je ne peux qu'encourager. Et il y a de très bonnes écoles hôtelières aussi, je tiens à le souligner. Beaucoup d'écoles hôtelières en France, reconnues dans le monde entier, on parlait du Touquet, hein, je peux quand même la citer parce que le Touquet, évidemment, m'est cher comme école, mais voilà, en France, on a l'Institut Paul Bocuse, on a le Touquet, on a Strasbourg, enfin, on a d'excellentes écoles hôtelières avec de très bonnes formations. Et donc, aujourd'hui, je pense que les jeunes qui veulent vraiment voyager, qui veulent apprendre et qui veulent aussi des métiers de passion comme ça, je pense que l'hôtellerie est vraiment un secteur hyper riche et intéressant. Donc, mais il n'y a pas que les jeunes. Hein. C'est ce que j'ai dit. Voilà, il n'y a pas que les jeunes et toutes les personnes, même en reconversion, seront. Enfin, voilà, encore une fois, c'est pareil. Il faut être engagé, il faut être passionné, mais ce métier, en tous les cas, s'ouvre à toute personne. Voilà. Tu m'as partagé que tu avais envie de te lancer en parallèle en tant que conférencier. Qu'est-ce que toi, tu as envie de... C'est quoi les messages clés, les expériences, en fait, que tu auras envie de partager à travers cette expérience de conférencier? Alors, c'est vrai que j'ai animé quelques conférences devant des personnes qui n'étaient pas forcément du métier de l'hôtellerie-restauration, mais j'ai présenté pendant 1 heure un module qui m'est venu naturellement avec ce parallèle de valeurs entre le monde de l'entreprise et le monde de la montagne. Et c'est vrai que je parlais tout à l'heure de ces valeurs à travers l'esprit de cordée, à travers le dépassement de soi, l'entraide, et bien dans l'entreprise, et puis la prise de risque aussi. Et bien toutes ces choses-là. Alors, chose que j'ai rajoutée aussi récemment, c'est la gestion de l'échec. C'est pas vraiment une valeur, mais ça fait partie des thèmes importants aussi quand on parle de prise de risque dans l'entreprise ou prise de risque en montagne. Eh bien, on peut réussir, mais on peut échouer. Il faut, voilà, donc lors de ces conférences, j'ai abordé tous ces thèmes, tous ces sujets-là qui ont bien résonné parce qu'effectivement, évidemment, j'ai un peu d'expérience en entreprise et en montagne et donc c'est plutôt assez, je dirais, riche de partager ça. Alors, il y a beaucoup d'échanges dans ces conférences parce que je laisse aussi beaucoup de place à l'échange. Il faut que ça soit interactif. Et donc, il y a beaucoup de questions dans les 2 domaines. Et c'est vrai que quand on parle de dépassement de soi, je le citais tout à l'heure pour le Toubkal, mais ça emmène les équipes à aller au-delà de ce qu'ils imaginaient. Et dans l'entreprise, il y a des performances qui naissent comme ça d'une année ou à l'autre. Et parce que les gens se disent « Ah mais oui, mais on est allé au-delà de ce qu'on imaginait et ça marche. » Et donc, et ça marche encore plus quand on est dans un esprit de cordée, c'est-à-dire qu'on l'a fait ensemble et on n'a pas fait individuellement de chaque côté. Et pour moi, souvent, la réussite dans une entreprise, eh bien, elle est liée à ça. Elle est liée à la cohésion. À la cohésion, à cet esprit collectif que l'on met en place. Et la communication, parce que la communication en montagne, comme aussi comme dans une entreprise, elle est clé aussi. Si on communique comme ça en collectif, eh bien, on aura aussi plus de chances d'aboutir à de belles perfs et puis d'atteindre son sommet. Donc voilà, parce qu'en finalité, on cherche tous à atteindre des sommets, quoi. Donc c'est plutôt inspirant. J'ai construit ces conférences aussi grâce aux gens qui m'écoutaient, parce que à travers les questions que j'ai eues, eh bien, j'ai affiné petit à petit ces conférences. Et j'avoue que, alors dernièrement, je devais en faire une, je devais en animer une avec mon fils. Bon, malheureusement, on doit repasser aussi bientôt. Mais du coup, parce que quand on parle de transmission,
ça fait partie des valeurs aussi dans une entreprise. Eh bien, j'avais décidé sur la dernière conférence d'inviter mon fils aussi à partager, à animer cette conférence, parce qu'il n'y a pas plus concret d'avoir son fils à qui on a transmis beaucoup de choses, et bien de témoigner aussi, de témoigner que c'est important la transmission dans une entreprise comme dans Montagne. Et d'ailleurs, je voulais aussi qu'il témoigne aussi de son échec, parce que il a récemment publié un petit message sur LinkedIn aussi sur l'échec en montagne. Et j'ai envie de dire que les vertus de l'échec permettent aussi de rebondir aussi de manière très positive. Et souvent, grâce aux échecs, eh bien, on est encore meilleur derrière. Donc, il faut savoir bien digérer, mais surtout bien rebondir derrière un échec. Il y a un très bon livre de Charles Pépin qui s'appelle « Les vertus de l'échec ». Que j'ai lu et que j'ai offert à mon fils. Et bien voilà. Et très inspirant ce livre. Absolument. Complètement. Absolument. On arrive à la fin du podcast. Qui aimerais-tu entendre dans un futur épisode pour venir s'asseoir à ta place? Je pense à une personne que j'adore, qui est hyper inspirante. Je suis allé l'année dernière, je crois que c'est l'année dernière, il fêtait les 50 ans de son entreprise. Donc c'est Hugues de Chonac, qui est le patron et fondateur de la société Oreca. C'est plutôt dans le milieu automobile, course automobile, notamment des 24 heures du Mans. Et il a créé Oreca, qui est une magnifique entreprise française. Et aujourd'hui, il doit diriger à peu près entre 300 et 500 personnes dans son entreprise, qui est pas loin du Castellet. Et je pense à lui parce que j'ai beaucoup d'échanges avec lui. C'est un homme passionnant, vraiment inspirant, passionnant, qui est parti de rien et d'une passion. Il est parti d'une passion. La passion de la course automobile. Et il en a construit cette entreprise de A à Z. Et les 50 ans de son histoire qu'il nous a diffusé, je crois que c'était la dernière, franchement, j'étais bluffé. Et c'était un grand moment d'émotion aussi. Voilà, je te propose Hugues, et je vais tout faire pour que Hugues témoigne aussi. Ah, ça donne envie en tout cas, merci. En tout cas, merci Patrick d'être venu dans l'épisode de Résonance. J'étais évidemment ravie de te retrouver. Merci pour ton témoignage authentique. Et à bientôt pour un nouvel épisode de Résonance. Merci Sarah, à bientôt.